Saqqara est l'un des sites incontournables d'Égypte, qui compte parmi les plus riches et préservés de l'Antiquité. Situé à proximité du Caire, il s'agit du nom moderne que l'on donne à l'immense nécropole de Memphis, une cité plusieurs fois capitale durant son histoire. Une journée entière n'est pas suffisante pour visiter toutes les richesses que le site propose. Et qui dit richesse et histoire dit forcément anecdote. Au début de l'époque tinnite, à la première dynastie, les premiers rois d'Égypte se font inhumer à Gab, près d'Abydos, dans le sud du pays. Vers 2660 avant Jésus-Christ, les choses changent. Le décès du roi Ras-Seremoui marque non seulement la fin de la deuxième dynastie, mais également la fin de l'époque tinnite. Et c'est le roi Netchériret, plus connu sous son nom tardif de Djéser, qui assure la transition. Avec lui débute la troisième dynastie, et la première période importante de l'histoire de l'Égypte, l'Ancien Empire. Logiquement, il opère un certain nombre de changements qui le distinguent de ses prédécesseurs, dont un nouvel emplacement pour la nécropole royale qui s'établit officiellement à Saqqara, et il fait construire la première pyramide d'Égypte. Au cours de l'Ancien Empire, près d'une trentaine de pyramides seront ainsi élevées un peu partout sur le site, environnées de somptueux mastabas. Si vous voulez tout savoir sur ces tombes ouvertes des hauts dignitaires égyptiens, je vous conseille la vidéo que je consacre au sujet sur la chaîne Nefertitube. À Saqqara, les parois des mastabas sont, comme le veut la mode locale, finement sculptées en bas-relief, éventuellement recouverts de peintures, dont les couleurs se sont parfois merveilleusement bien conservées malgré leurs 4500 ans d'âge. Et j'avoue que c'est ce que je préfère, tous ces petits détails de la vie quotidienne sur lesquels certains artistes se sont attardés, comme ce poissonnier qui viscère ses poissons en les fendant consciencieusement en deux. Ces deux Égyptiens aux prises avec un arme récalcitrant qui n'hésite pas à lancer des coups de sabot pour manifester son mécontentement. Ce ballet aquatique de deux crocodiles que l'on distingue pourtant difficilement car la représentation du second n'a pas été terminée en détail. Ce porcelet alimenté par un homme qui lui prémâche ses aliments avant de les lui faire avaler. Ce veau qui cherche à brouter les végétaux que l'homme qui le tient en laisse porte également dans sa main, tandis que ses comparses, dans l'insouciance de leur jeunesse, s'amusent à se monter dessus. Il y a également cette scène insolite d'une chèvre sur le point de mettre bas avec un soughi pour témoin. Ou encore cet épisode détonnant où l'on aperçoit un homme maintenu à un pilori tandis qu'un autre le bat devant témoin. Saqqara va conserver son statut de nécropole royale jusqu'au début de la première période intermédiaire. Ensuite, elle le perd à jamais, même lorsque Memphis devient à nouveau capitale au Nouvel Empire. Car c'est désormais dans le sud du pays, dans la vallée des rois, établie au cœur de la montagne thébaine, que les souverains égyptiens se font désormais inhumer. Mais si les momies royales sont envoyées dans le sud pour leur enterrement, les nobles de la cour et leurs familles se font logiquement inhumé à Saqqara. On peut aujourd'hui visiter entre autres la tombe que se construisit le puissant Horemheb alors qu'il était général en chef des armées. Lorsqu'il monta sur le trône, il s'empressa d'ordonner la construction de sa nouvelle tombe dans la vallée des rois et fit plus tard inhumer dans son ancienne sépulture son épouse, la reine Moutnedjemet, vraisemblablement décédée en couches, ainsi que le laissent à penser les restes d'un mort-né ou nouveau-né momifié retrouvé à ses côtés. Sur le site de Saqqara, les archéologues ont mis au jour pour l'instant près d'une trentaine de pyramides. Je précise pour l'instant car les pyramides entièrement démontées sont légion, à l'instar de celles de Djedefré, et on n'est donc pas à l'abri d'en exhumer d'autres qui seront identifiées à leur fondation. Trois pyramides en particulier se distinguent des autres.
pour des faits exceptionnels. La première est sans surprise la pyramide de Nechtchérireth-Djeser, puisqu'il s'agit de la toute première du genre réalisée par le génial Imhotep, architecte royal. Lorsque les archéologues pénétrèrent à l'intérieur, ils trouvèrent des lieux magnifiques et grandioses, mais en grande partie pillés dans l'Antiquité. Mais pas seulement. Ils découvrirent aussi plusieurs momies et fragments de momies, dont un pied qui fut longtemps attribué à l'honorable Djeser, avant que des analyses chimiques ne concluent qu'il datait, comme les autres momies, de la période ptolémaïque. Tout comme plusieurs tombes de hauts dignitaires des environs, la pyramide fut forcée non seulement par des pilleurs, mais également par des Égyptiens peu scrupuleux qui décidèrent que l'espace funéraire de l'intérieur conviendrait tout à fait à l'inhumation de leurs proches. Et c'est ainsi que la pyramide à degrés fut réutilisée comme tombe à une époque bien plus tardive que sa construction. Autre pyramide exceptionnelle de Saqqara, celle d'Ounas. Alors que les murs et plafonds des tombes pyramidales de ses prédécesseurs étaient laissés entièrement vides, une innovation de taille démarqua la sépulture d'Ounas. C'est en effet la toute première pyramide dans laquelle on trouve des inscriptions et pas n'importe lesquelles. Des formules de textes funéraires et magiques couvrent en effet les murs de sa tombe. Il s'agit de la plus ancienne version connue à ce jour des textes des pyramides. Des textes s'attachant entre autres à détailler le devenir du roi après son décès. Jusqu'à sa découverte par les égyptologues prussiens Emil et Heinrich Brugsch, les égyptologues pensaient que les murs de toutes les pyramides étaient vides d'inscriptions. La dernière pyramide de Saqqara qui se distingue des autres est celle du souverain Mérenrê, roi de la 6e dynastie. Elle n'a en soi rien d'exceptionnel, mais à ce jour, c'est la seule pyramide où l'on a retrouvé la momie complète d'un roi, alors que dans toutes les autres, on a retrouvé soit aucun corps, soit seulement des restes de momies, résultat d'un pillage violent des corps par les voleurs. En Égypte, chaque cité était placée sous la protection d'une divinité. La ville de Memphis passait pour être protégée par Ptah, un dieu potier que l'on considérait comme le créateur du monde dans la région. Certaines divinités, comme Ptah, étaient étroitement associées à un animal qui passait pour être le représentant du dieu sur terre. Et à Memphis, c'est un taureau appelé Apis par les Grecs et Hépu par les Égyptiens qui jouaient ce rôle. Les premières traces d'un culte à Apis remontent à la période tinnite, c'est dire si cet animal sacré était ancien. À partir du Nouvel Empire, on construit dans le désert de Saqqara une nécropole souterraine, creusée dans la roche, pour rassembler en un même endroit des restes momifiés d'Apis. En effet, je ne peux pas parler de momie, car contrairement à ce que l'on aurait pu logiquement penser, seules des têtes momifiées, jamais des corps entiers, ont été retrouvés dans les quelques rares chambres funéraires intactes mises au jour, ce qui reste un vrai mystère à ce jour. Les scientifiques qui accompagnaient l'expédition de Napoléon en Égypte sont les premiers à se lancer sur les traces du Sérapéum, et après eux, un bon nombre d'archéologues et de pilleurs. Mais tous ont beau quadriller la zone, rien, pas la moindre trace de cette nécropole souterraine, ni même de son immense allée de sphinx. C'est l'égyptologue Auguste Mariette qui, le premier, va faire une découverte couplée à sa formidable intuition, va le mener jusqu'au Sérapéum. Un jour qu'il visite en touriste les environs avec son ami Bonnefoy, il tombe sur une tête de sphinx qui émerge des sables. Or, ce type de découverte, qui connaît plusieurs précédents, est jusque-là passé inaperçu. En effet, des sphinx ont plusieurs fois été exhumés dans les environs, avec pour seule conséquence de se retrouver éparpillés dans des collections au Caire et à Alexandrie. Auguste Mariette va avoir une intuition géniale. Il se rappelle d'un passage du géographe grec Strabon qui mentionne une longue allée de sphinx menant au Sérapéum. Et ayant vu à Alexandrie et au Caire des sphinx de même facture, il fait le lien entre eux. Cette intuition le mènera à découvrir l'entrée du Sérapéum une nuit. En effet, à l'époque, ses concurrents et ennemis de l'ombre, qui ragent de voir ses fouilles si bien engagées, complotent contre lui. Et après avoir vu son chantier un temps fermé, Auguste Mariette va être ensuite constamment surveillé. Il décide de contre-attaquer en organisant des fouilles nocturnes. Et c'est ainsi que durant la nuit du 12 novembre 1851, ses équipes mirent au jour l'entrée de la nécropole sacrée. Un dernier conseil si vous vous rendez en Égypte par vos propres moyens et que vous souhaitez aller à Saqqara. L'une des artères principales qui mène du cœur du Caire au site de Gizeh
croise à la perpendiculaire une route importante qui passe à proximité de Saqqara. Quand j'étais jeune étudiante et que j'ai voulu me rendre sur ce site, avec mes quelques mots d'arabe, je me suis retrouvée à demander quel minibus prendre pour aller à Saqqara. Et systématiquement, les gens m'indiquaient la direction pour me rendre à Sahara. J'avais beau leur faire comprendre que je ne voulais pas me rendre en excursion dans le Sahara, rien n'y faisait, personne pour me dire comment aller à Saqqara. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'au Caire, le Q se prononce comme un H aspiré. Donc, si au Caire, on vous propose une excursion au Sahara, vous saurez où vous atterrirez. Si tu es l'Antiquité, t'as qu'à la tout en ta cul.